Rise and shine. Hi. What's up? What's up, homie? It's me again, Bob Ferguson. I don't know if you remember, but we spoke earlier on the phone. I think we had a little misunderstanding. I think we got off on the wrong foot. I was trying to get the rendezvous point for my daughter, right. Willa. If you can't answer what time is it, I cannot give you the rendezvous point. This is a key tenet of the rebellion. I'm surprised you can't name it. I don't know if you are who you say you are. Okay. Well, look. Maybe I can give you some information, and then you give me some information. All right, we'll just share a little information. My name is Bob Ferguson. I don't know if you've ever heard of me. All right, I was part of French 75 for years and years. All right, they used to call me Ghetto Pat, Rocket Man, stuff like that. Only problem is I fried my brain since then, man. I have abused drugs and alcohol for the past 30 years, man. I'm a drug and alcohol lover, and I cannot remember for the life of me or the life of my only child the answer to your question, what time is it? 8:15. Now, I need this rendezvous point. You understand what I'm saying? I need it. I understand. And the question is, what time is it? If you don't give me the rendezvous point, I swear to God, I will hunt you down and stick a loaded fucking hot piece of dynamite right up your fucking asshole. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of Bubba Mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 4. Cette semaine, émission paternité, révolte et de la création avant toute chose. On sait qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages, ayant trouvé sa voie. On sait qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Charles Aznavour, donc intitulée, oui, j'étais à chercher loin, celle intitulée Ma fille. Donc nous parlerons ce soir de filiation et d'héritage à l'occasion de la sortie dans les salles mercredi dernier du dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, One Battle After Another. Et ensuite nous parlerons du film Sirade de Oliver Latché, le cinéaste franco-galicien, sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Et la mise en son de cette émission est à la parlotte, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Donc une fois de plus, le doc n'est pas des nôtres ce soir, mais il sera de retour parmi nous la semaine prochaine. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc les news, mon cher Thibaut, les résultats du Stade Rennais Football Club de ce dimanche, un match nul dans tous les sens du terme. Passons à autre chose. Voilà, dans un état pire que le cinéma en ce moment, le Stade Rennais, c'est quand même pas terrible. Mais si vous voulez vous en remettre dès demain au Ciné Tambour, il y a un double programme avec à 18h15 une sélection de courts-métrages expérimentaux. Et à 20h45, ça sera House by the River de Fritz Lang. Autant dire que ça va rigoler grave. Mais en tout cas, ça sera une belle occasion de revoir ce Fritz Lang en salle, qui est un film qui a été longtemps assez méconnu, un peu redécouvert, qui a compté dans la cinéphilie, notamment française, et dans son rapport à Lang. Moi, je sais l'avoir vu une fois au cinéma de minuit, et ça commence à dater. Je ne l'ai jamais vu en salle, j'espère pouvoir en profiter. Notamment pour son travail sur l'atmosphère, en fait. Hein. C'est un film qui repose beaucoup là-dessus, et son rapport à cette rivière du titre. Et aux fantômes, pas forcément au sens premier du terme, hein, mais il y a quelque chose qui hante un peu ce film dans mon souvenir. Et donc ce sera un beau complément, enfin un bon jumeau à la programmation de cinéma expérimental de 18h15. Je crois qu'il y a un film de Iimura, le cinéaste japonais assez connu. Bref, de belles choses à voir sur grand écran.
Donc voilà, demain au Ciné Tambour. Sinon, niveau local, il n'y a pas grand-chose, je crois, à part le festival Courtrange-Mai en ce moment dans les salles rennaises. Et niveau des sorties nationales, eh bien demain sort malheureusement directement en VOD le nouveau film de Shane Black, adapté de Donald Westlake, Play Dirty, avec Lakeith Stanfield et Marky Mark. Voilà, on en parlera la semaine prochaine, très probablement. C'est même sûr d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est quand même bien dommage qu'un nouveau film de Shane Black et surtout adapté de Westlake déboule directement. Son dernier en date, c'est The Nice Guys. Son dernier en date, c'est Predators. Ah oui, non. Juste Predator, je crois, ou The Predator, je ne sais, je crois que c'était The Predator. Oui, Predator. Un demi-bon film. Predator, c'est celui avec Rodriguez. Non, celui avec Adrien Brody. Oui, c'est ça, c'est le Robert Rodriguez. Ah non, c'est Nimrod Antal, mais c'est produit par Rodriguez. Et là, le film est c'est un remake de Payback qui est un remake du Non, Borman, c'est une autre adaptation de Westlake. Mais c'est quand même plus ou moins le même personnage. Oui, non c'est le personnage de Parker. Ouais. Ok. C'est ça. Donc nous en reparlons évidemment la semaine prochaine. Sinon, au niveau rayon cinéma, il y a une énième adaptation d'un ouvrage de Stephen King, Marche ou crève, adapté par Francis Lawrence, le réalisateur des Hunger Games, et de Constantine, de Je suis une légende. Super. Un esthète. Oui. Bon, ça promet vraiment une catastrophe, là. Tu vends pas de rêve, hein. Ah si, ça vend du rêve. Je veux du rêve, le nouveau film de Diane Curis, Moi qui t'aimais, biopic sur Yves Montand et Simone Signoret avec Roche Dizem et Marina Foïs. Tu veux me relancer sur les titres français avec des verbes conjugués? C'est ça que tu veux? Avec les verbes conjugués dedans. Entre parenthèses, voilà. biopic. Tout autre style, le nouveau film de Jafar Panahi, donc la dernière palme d'or du Festival de films de Cannes, Un simple accident, donc qui sort dans les salles françaises demain, qui sort à l'Arvor et au Pâté. Comme quoi, il bout vraiment à tous les râteliers, le Pâté. Sinon, il y a je pense une très belle comédie romantique, subtile et inventive visuellement avec Colin Farrell et Margot Robbie, A Big Bold Beautiful Journey, qu'ils ont carrément eu la flemme de traduire en français. Hein. Une super journée de ouf, en gros. Il y a autrement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une nouvelle de lui, depuis au moins 3-4 ans, Alejandro Amenábar avec son nouveau film Cervantes avant Don Quichotte. Ah super, alors là tu m'apprends un truc. Voilà. Ah c'est formidable oui, ça. En plus je ne savais pas, j'ai vu ça hier en préparant cette émission que Amenábar. Son dernier film a finalement pas été si bien accueilli. Mientras durait la guerra, Lettre à Franco en français qu'on avait fait ici. Oui, alors que c'est un film quand même intéressant, assez fort, ouais. Même si on peut discuter de certaines choses, mais ça reste quand même un cinéaste important. Ouais, exactement. Ça fait plaisir. Agora, je l'ai revu il y a 2-3 semaines, là, c'est vraiment formidable. Autrement, on en avait parlé ici dans l'émission au mois de mai ou au mois de juin, je crois. Le film de Juan Grimón Prez, Soundtrack to Coup d'État, sort en salle après être passé sur Arte, donc super. Au printemps. Alors, excellent documentaire. Oui. Tout autre genre aussi, mais je pense que c'est bon pour nous pour se recentrer. Un documentaire qui s'appelle La pleine conscience du bonheur, un voyage avec le Dalai Lama. Voilà. Et comme je sais que vous êtes... C'est pas Richard Gere qui produit. Non, pas du tout. Ou le Richard Gere français est François Bayrou, donc... C'est lui-même qui s'était comparé à Richard Gere, j'y peux rien, voilà. Les faits sont les faits. Et sinon, donc, comme je sais que vous êtes amateur de musique et que vous êtes comme moi très blanc, il y a demain le documentaire Taylor Swift, The Official Release Party of a Showgirl. Voilà. C'est ton cœur de midinette qui parle. Non, Taylor Swift, j'avoue, désolé pour aussi des Swifties qui nous écoutent, j'ai jamais compris Taylor Swift. J'ai rien contre cette brave dame, hein, mais sa musique me laisse absolument froid. Je crois qu'il y a un portrait qui traîne sur Arte que j'ai regardé. Parce que pour comprendre le phénomène Taylor Swift. Et alors et alors, j'ai pas acheté d'album. Voilà. Tu n'aimes pas l'eau tiède peut-être, mais. Tu peux le dire, Thibaut, c'est pas grave. On peut être clivant ici, on accepte. Un personnage peut-être moins fascinant que Britney. Oui. Ou que Rihanna ou Beyoncé, bien sûr. Moins talentueux que Rihanna et Beyoncé. Ça, c'est sûr. Mais une force de frappe quand même. Mais pourquoi pas Une force de frappe commerciale hallucinante. C'est peut-être plutôt qu'on s'en fout quand même. Oui. Bref, oui. Nous allons passer à la section critique de cette émission. Nous allons aller dans ce qui est évidemment toujours, et plus que jamais, la plus grande démocratie du monde, donc les États-Unis d'Amérique. Nous allons nous diriger vers une bataille après l'autre.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de la bande originale de Une bataille après l'autre, composé par Johnny Greenwood avec le morceau Perfidia Beverly Hills, qui est donc un des personnages principaux, centraux en tout cas d'importance dans le nouveau film donc de ce petit sapajou de Paul Thomas Anderson, dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis son dernier film, donc Licorice Pizza, il y a 3 ans. Est-ce que Paul Thomas Anderson, donc on le connaît, cinéaste majeur apparu au mi-temps des années 90 avec plusieurs autres de ses petits camarades avec qui il entretient beaucoup de points communs, donc Quentin Tarantino, Richard Linklater, James Gray par exemple, et donc ce genre de cinéaste-là extrêmement cinéphile, très référencé au cinéma et aux travaux de leurs aînés. En l'occurrence pour Paul Thomas Anderson, 2 de ses grosses influences sont Martin Scorsese et Robert Altman, qu'il a cité, voire qu'il a pompé et repris de manière assez fréquente, notamment dans ses premiers longs métrages, que ce soit Hard Eight, Boogie Night ou bien Magnolia. Et après, il s'en est plus ou moins un petit peu détaché, même s'il y revient assez régulièrement. Et Paul Thomas Anderson, donc avec son dernier long métrage, avant-dernier long métrage maintenant, donc Licorice Pizza, comme tous ses petits camarades, donc Tarantino, Linklater ou bien Gray, avait fait justement un film sur la période de sa jeunesse, sur un peu ses souvenirs d'enfance, en tout cas le décorum de son enfance qu'il a fantasmé ou bien dans lequel il a vécu. Et avec ce film-là, donc Paul Thomas Anderson revient avec une nouvelle adaptation d'un roman de Thomas Pynchon qu'il avait déjà adapté avec Inherent Vice en 2014. Et là, donc, il s'agit du roman Vineland que Thomas Pynchon avait publié en 1990 et dont le film est une adaptation, on va dire, légère, en tout cas inspirée de l'œuvre de Thomas Pynchon, qui, on le sait déjà en termes littéraires, extrêmement compliqué, extrêmement métatextuel, et donc ce sont des récits en général qui sont très difficiles à transmettre à l'écran, ce qui fait que les adaptations sont plutôt libres plutôt que des adaptations littérales, même si le film de Paul Thomas Anderson reprend là l'argument du film en l'actualisant au monde contemporain, qui donc nous raconte l'histoire d'un personnage incarné par Leonardo DiCaprio, jeune révolutionnaire au début des années 2000, qui s'amuse à faire péter des trucs et à notamment libérer des migrants emprisonnés par le gouvernement américain. Il rencontre une femme qui est elle aussi militante et extrêmement impliquée dans la cause, donc qui s'appelle Perfidia Beverly Hills, dont le morceau qu'on vient d'écouter fait référence, c'est son thème. Les deux vont s'aimer, avoir un enfant et continuer leur action révolutionnaire jusqu'à ce qu'un jour, donc, sa femme parte et disparaisse, le laissant le pauvre Leonardo DiCaprio, enfin le pauvre, avec donc sa fille que l'on retrouvera 16 ans plus tard, grande fille au lycée, avec un père exilé et planqué justement pour échapper au gouvernement américain, notamment un militaire fortement zélé, appelé Lockjaw, incarné par Sean Penn, qu'on n'avait pas vu aussi bon depuis des années et des années. Et donc évidemment tout ça va partir en sucette parce que Lockjaw est tout à fait revanchard. Il veut retrouver DiCaprio, il veut retrouver Perfidia Beverly Hills et il veut retrouver la fille qu'ils ont eue ensemble. Donc évidemment ça va partir en sucette. Heureusement Léo pourra compter sur l'aide de son sensei incarné magnifiquement par Benicio del Toro pour une partie centrale qui est une genre de Tintin et Haddock sous en fait. Absolument formidable. Et donc de cet argument de ce film-là, on voit très clairement, c'est un vieux projet en tout cas pour Paul Thomas Anderson, parce que de 25 ans, je crois. De 25 ans, 30 ans, il voulait déjà le faire en fait au moment de la sortie de Punch Drunk Love. Il avait commencé à esquisser l'envie, en tout cas il en parlait déjà donc à cette époque-là, qui était un film qui a été compliqué à monter pour beaucoup de raisons, je pense, à la fois en termes de budget, peut-être en termes de propos aussi, mais maintenant Paul Thomas Anderson avec une assise, en tout cas une aura de metteur en scène qui, je pense, il peut se permettre de faire ce genre de film, d'autant qu'il a ce qui est encore une des plus grandes stars du monde, donc Leonardo DiCaprio, qui amène tout le star system avec lui et tout l'argent aussi que ça donnerait, donc évidemment c'est plus pratique pour lui, même si le film n'a pas un énorme budget. En tout cas, pour un film de Paul Thomas Anderson, c'est quand même un film. Oui, on parle de 130 millions, oui, parfois un peu plus. Ce qui est quand même beaucoup pour un film de Paul Thomas Anderson. Je me demande si c'est pas son plus gros budget. Oh, largement. Oui. Bon, d'autant que je pense que DiCaprio prend 25 millions de dollars dessus, donc déjà, ça fait déjà pas mal. Il faut avoir en tête qu'il a jamais rapporté. Je crois que c'était pour There Will Be Blood qui doit être son plus gros succès, ça doit être dans les 70 millions de dollars, 75 millions peut-être de box-office. Oui. Faut se rendre compte que voilà, il a jamais drainé des sommes astronomiques. Ça n'a jamais été une force de frappe. Licorice Pizza avait été un échec, mais je crois qu'il a quand même coûté 40 millions de dollars. De Tarantino qui lui a réussi à avoir de gros succès commerciaux.
Paul Thomas Anderson, lui, restait quand même dans une catégorie au box-office clairement en dessous par rapport à son pote. On sait donc que Paul Thomas Anderson est un réalisateur très sûr de lui, très sûr de son génie, parfois dans le passé peut-être avec une certaine arrogance, ou en tout cas une prétention qui était mêlée d'arrogance, mais très clairement à plusieurs moments dans ses films on se disait ce salopard a raison de penser qu'il est aussi génial que ça, parce qu'effectivement il y a des moments où il est absolument prodigieux, il y a toujours des séquences dans ses films, même dans ceux que je trouve ratés, des choses extrêmement fortes, même si souvent moi en tout cas le cinéma de Paul Thomas Anderson ne m'a jamais pleinement convaincu. Il y a toujours des choses que j'aime dans ses films, mais il n'y a peut-être aucun film qui m'a vraiment emballé, et je trouve que là, maintenant qu'il a quasiment lâché toutes ses affaîtries, son faisceau de références, je trouve qu'avec ce film-là et avec le précédent déjà que j'aimais beaucoup, je trouve que Paul Thomas Anderson arrive à un nouveau stade de sa carrière où son cinéma est peut-être plus direct, moins cynique, et c'est qui est étonnant. En général, c'est l'inverse. En vieillissant, les cinéastes ont tendance à devenir un peu cyniques ou bien un peu sarcastiques. Je trouve qu'avec le temps et avec l'âge, Paul Thomas Anderson devient au contraire plus doux et peut-être plus conscient des choses qui l'entourent, ce que je trouve fait le sel de ce film-là, qui mêle évidemment énormément de choses en termes politiques, en termes sociaux, et puis évidemment en termes de cinéma, qui est comme une des choses qui va nous intéresser ici, parce que Paul Thomas Anderson est un cinéaste qui est en pleine possession de ses moyens, qui arrive à mêler différents registres parfois au sein d'une seule scène, parce qu'il va beaucoup aller dans l'humour, parce que le film est quand même très drôle, dans le grotesque, dans la pantalonnade, mais régulièrement avec quelques personnages, il va nous ramener en fait à un truc très terre à terre et véritablement terrifiant en fait sur les choses qu'il raconte, que ce soit dans le militantisme ou bien dans la répression du système étatique de manière générale. Simon. Ce qui est assez délicat, je trouve, pour moi, qui n'ai vu encore le film qu'une fois pour l'instant, c'est de le digérer, et le risque, c'est de parler de Paul Thomas Anderson et de ses autres films, et pas de celui-ci. Je crois que je suis pas prêt encore réellement à l'aborder frontalement, mais ce qui m'intéresse toujours quand je vais voir ces films, c'est que j'ai le sentiment d'avoir affaire à un cinéaste, surtout depuis une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que je viens pas écouter une histoire. Je viens pas poursuivre une histoire classique ou le parcours de personnage de façon traditionnelle. Je viens me confronter à une idée. En fait, je trouve que c'est un cinéaste qui essaye d'aborder par le cinéma, par la forme filmique, des idées pas forcément complexes, mais abstraites, des notions. C'est ça qui m'a toujours touché. L'exemple type pour moi, c'est Punch Drunk Love. C'est qu'est-ce que c'est que le coup de foudre ? Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait, quoi, au corps, aux personnages. Et il le traduit par la mise en scène, le rapport au montage heurté, à la violence des entrées dans le chant, à la musique dissonante, et la perte de repère qui est provoquée par la rencontre amoureuse. C'est ce que j'ai ressenti. Ou alors There Will Be Blood, je ne saurais pas comment le résumer, mais il y a quelque chose comme un mal originel, le péché originel du capitalisme. C'est comme ça que je vois le début, avec ce type qui découvre le pétrole, la musique angoissante. Je le vois comme ça. Et c'est comme ça que j'aborde PTS. Je me dis, il va venir me parler de quelque chose, et il lui faut 2 heures, 2 heures et demie, un peu plus parfois, pour cerner une idée complexe, mais avec une accumulation comme ça de notes et de mise en rapport des images, des sons. Et généralement, et surtout depuis un certain temps, je sors vraiment très touché de son cinéma. Je pense que celui qui m'a le plus emporté ces derniers temps, c'est Inherent Vice. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'il arrive à embrasser d'une paranoïa augmentée par l'usage de drogue, mais une paranoïa un peu douce, un peu éthérée, diffuse, qui dit quelque chose de cette Amérique des années 70 notamment, et qui en fait dit aussi quelque chose d'une échappée quand on n'arrive pas à affronter des enjeux plus humains liés à l'amour, par exemple, parce qu'en fait c'est souvent comme des histoires d'amour que dégage, que dissimule ou affronte ces films plus ou moins directement. Donc voilà, se pose la question pour moi, je suis désolé, je suis un peu long, mais qu'est-ce que serait le sujet un peu abstrait, si j'ose dire, qui couvre et qui couve sous une bataille après l'autre. Et je suis encore en train d'y réfléchir, mais c'est vrai que tu as évoqué le terme de filiation, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ce que j'aime beaucoup, parce que je le redoute d'habitude dans le cinéma américain, c'est que c'est une filiation indirecte. Je ne veux pas trop dévoiler de choses, mais clairement, ce n'est pas une question liée au sang, c'est plus lié à un passage de relais symbolique, idéologique, humain et éthique aussi. Et je crois que c'est ça qui l'intéresse. C'est la morale et l'éthique. C'est comment maintenir une colonne vertébrale
quand autour de soi on a une forme de fascisation accélérée de la société. C'est ça qui moi personnellement m'a le plus touché, et qui en passe notamment par ce très beau personnage de Benicio del Toro, qui n'est pas au premier plan mais qui est là par moments assez important, par moments absent, mais qui répète cette phrase qu'on voit assez souvent mis en avant dans la bande-annonce. Il dit simplement à Bob, ce personnage joué par DiCaprio, qui part dans tous les sens, qui est paniqué, qui est débordé, qui ne maîtrise plus la situation, qui lui dit juste courage Bob, courage. Et l'autre lui dit c'est tout ce que tu as à me dire. Bah oui, maintenant prends tes responsabilités, et chacun doit avoir une colonne vertébrale, se tenir, et c'est ce que la fille... Tenir la ligne, quoi. Voilà, et la jeune fille, et d'ailleurs c'est métaphore, la fin de la route finale, cette jeune fille qu'on va suivre sur la dernière partie du film. Chase Infinity, qui est absolument incroyable dans le film. Elle a ça en elle, en fait. C'est quelqu'un elle est très jeune, mais elle est déjà solide, beaucoup plus que beaucoup d'autres autour d'elle, et c'est ça qui va la faire maintenir la tête hors de l'eau. Et qu'elle a un regard qui est très déterminée, justement, où elle a pleinement conscience des choses autour d'elle qui sont à l'œuvre, et comment est-ce que justement on tient la ligne et on assume qui on est. Et juste une dernière note, et après je vous laisse réagir bien sûr, mais c'est un petit indice de cela, c'est ce revirement, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, mais ce revirement du personnage du tueur à gages, ou en tout cas de celui qui kidnappe à la demande du personnage joué par Sean Penn, un mercenaire, pas vraiment un tueur, mais un kidnappeur professionnel, d'origine visiblement amérindienne, probablement, qui a un revirement à un moment, comme si lui il y avait une ligne qui était franchie. Et je me suis dit que c'est là qu'il se joint, même dans une fascisation accélérée de sa société, même un type comme lui se dit bah là c'est pas possible, il y a une ligne qui a été franchie que j'accepte pas. Margot. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Simon. J'ai trouvé que le film était assez intéressant par rapport à ce qu'il transmet. Et en plus, j'ai trouvé ça hyper brillant de rendre ça très contemporain, sachant que ce qui se passe aux États-Unis fait aussi écho à ce qui se passe en ce moment en France. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on est dans le militantisme, on sait qu'il y a des choses à transmettre, qu'il faudra transmettre ça aux générations suivantes, et que c'est des gens qui sont formés, qui sont éduqués, on va dire, entre guillemets. Et en fait, c'est hyper... mis en lumière dans le film, et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est des choses qu'on se dit et qu'on se répète et dont on a conscience, et qui font du bien à voir et à entendre, d'être conscient de ça, de se dire que oui, c'est dur, et oui, c'est pas facile, et des choses compliquées, on va en vivre encore. Mais s'il y a quelque chose qui lâche, il y a tout qui lâche en fait. Et c'est très intéressant, déjà rien que dans le titre, une bataille après l'autre. En fait, le combat contre le fascisme, c'est ça en fait, et c'est très explicite, et c'est ça qui est intéressant. Et j'ai bien aimé le fait qu'on parte un peu comme un entonnoir de quelque chose de très grand, d'une idée très générale qui touche plusieurs personnes, et aller petit à petit se recentrer sur la famille, parce qu'en fait je trouve que quand on parle de politique et qu'on se recentre sur la famille, c'est là qu'on voit un petit peu plus dans les détails à quel point ça peut être prenant au quotidien, et c'est ce que j'ai particulièrement apprécié dans le film. Ouais, parce qu'il y a tout ce truc dans le film qui essaie de soulever un petit peu cette contradiction ou cette dichotomie entre la vie de militant, on va dire extrêmement très engagé, en tout cas dans le personnage de la mère, donc Perfidia Beverly Hills, et la vie privée et le choix qu'il faut faire en fait quand on est militant et quand on est engagé. Et moi, ce qui m'a rappelé le film de Bong Joon-ho, le transpersonnel, comme à un moment donné le personnage de Chris Evans doit décider, est-ce qu'il laisse son pote Jamie Bell se faire tuer, ou alors est-ce qu'il avance pour la cause commune, justement. Qu'est-ce qu'on choisit dans ces cas-là? Est-ce qu'on choisit le sacrifice d'un de ses pères, ou alors est-ce qu'on avance pour une potentielle victoire? Et là-dedans, en fait, il y a un peu de ça dans le rôle de la mère, justement. C'est de quitter le giron familial, un certain embourgeoisement, entre guillemets, pour pouvoir continuer la lutte du mieux de ses capacités. Et donc, comment est-ce que c'est mis en relief, et comment est-ce que, du coup, après, ça travaille les générations futures, et en fait, ceux qui restent, on va dire, dans le réel, plus que dans le monde de l'engagement. C'est une superbe comparaison à laquelle je n'avais pas du tout pensé, et qui me ramène en mémoire ce film formidable de Bong Joon-ho, et qui est un film qui fonctionnait beaucoup sur la question du mouvement, le fait qu'on va de l'avant aussi physiquement. De la ligne droite. La ligne droite, toujours en se déplaçant d'un bord à l'autre du cadre, toujours dans le même sens. Or, dans le film de Paul Thomas Anderson, il y a cette
puissance aussi du déplacement, de la vitesse, de la course qui revient régulièrement. Et ce qui est beau aussi, c'est que la mise en scène est au diapason de cela. Ce que j'aime beaucoup chez Paul Thomas Anderson, et particulièrement dans celui-ci, surtout que le film est très dense, très rapide, en 2h45 ou 40, c'est quand même d'autant que la première partie speed. est très étonnante, ça dure une demi-heure, ça va extrêmement rapidement, on a l'impression de quasiment de voir un mini-film rassemble, un digest en fait. C'est ça. Et sa mise en scène, elle est au diapason, elle a toujours cette puissance mêlée d'élégance. C'est ça que j'aime beaucoup chez lui. C'est l'élégance. Ouais. Par exemple, à un moment, un personnage, la chanteuse qui jouait dans Licorice Pizza rejoue une militante au début du film. Elle se sent observée, traquée dans une supérette et elle s'enfuit par les portes arrière. Et son geste lance la mise en scène en fait, qui doit comme ça lui coller au basque et est entraîné par ce mouvement-là. Et perpétuellement, on est dans cette précipitation qui est parfois aussi une course en avant. Il se pose ce genre de questions, qui culmine une première fois avec cette très belle échappée après le casse qui tourne en drame, avec cette course dans les rues de la ville qui est peut-être la séquence qui a dû coûter le plus cher. Là, on voit le budget. C'est un moment en termes de logistique qui est très impressionnant. Je trouve qu'il n'y a pas de musique, alors que la musique de Greenwood est assez présente globalement. Notamment par des notes de piano qui reviennent constamment. Et des effets de contrepoint assez réguliers, mais comme il aime bien le faire chez Paul Thomas Anderson. Mais ici, c'est le bruit des moteurs. On retrouve cette tradition, bien sûr, de la course-poursuite du cinéma américain, le côté getaway car, il faut s'enfuir. Mais c'est surtout aussi l'entrechoquement des voitures et le mouvement arrêté, le geste, l'action militante arrêtée aussi dans sa course, qui était un peu aussi une course en avant, on le sentait bien dans ce groupe-là. Donc il se pose des questions cinétiques, de mise en scène, comment on traduit le mouvement des corps et des pensées par ce biais-là, jusqu'à, je vais pas trop en dire, mais bien sûr la deuxième course-poursuite qui est un peu étrange, qui est un peu étirée, qui se transforme formidable, en geste juste par le final. Je sais pas si ça vient donc de son format de tournage qui est le VistaVision et avec le type de caméra qu'il a utilisé, mais en gros c'est comme on va dire une énorme ligne droite. Donc il filme beaucoup avec d'énormes longues focales qui normalement écrasent la perspective. Sauf que là, on a les deux. On a à la fois une perspective qui est écrasée et dans le même temps une très grande profondeur de champ, ce qui est hyper impressionnant à voir. Alors, tu as raison de rappeler que c'est du VistaVision. Alors, même si c'est quand même pas très clair parce que parfois tu peux avoir les objectifs de caméra, mais reste à savoir, il tourne en pellicule, c'est un des rares avec Tarantino, Scorsese ou parfois Spielberg à en faire encore. Et que je trouve que par exemple, par rapport à un de ses petits camarades fans de la pellicule, Christopher Nolan, pour le coup, lui, ça se voit et ça vaut le coup parce que ces films n'ont pas une patine numérique. Effectivement. Et en plus, il a travaillé aussi en 70 mm sur The Master ou Inherent Vice, enfin en tout cas au moins The Master, mais c'est pas pour la question de la largeur de l'image, c'est pour la définition. Et pour le VistaVision, la grande qualité du VistaVision par rapport, par exemple, au CinemaScope dans les années 50, c'est qu'il n'était pas si large que ça, mais par contre, il avait une très bonne profondeur de champ. T'as raison, la qualité se permettait un déploiement dans l'espace des actions. Et donc, j'avais pas fait attention à ça, mais ça doit jouer effectivement. Des focales qui ont tendance à écraser ces routes incroyables des États-Unis, tout en vallons et en montagne russe. Voilà. Mais effectivement, on a quand même une perception de la profondeur et on se demande jusqu'à quand les voitures vont se tenir à distance. Ce qui rajoute en plus du suspense dans une poursuite où on se demande à quel moment qui va rattraper qui, pourquoi, par quel mécanisme, ce qui est vraiment hyper impressionnant. Et je pense qu'en termes de poursuite au cinéma, j'avais en tout cas jamais vu une poursuite filmée comme ça qui paraît presque calme ou atone du fait de la profondeur. Puis ça se transforme en vague. Il y a une expression qu'emploie souvent en plus Benicio del Toro, son personnage qui dit qu'il faut surfer sur le monde, je ne sais plus ses phrases exactes, mais qui évoque ces vagues. Et à la fin, on a cette route qui ressemble à des vagues en fait d'une mer déchaînée. Margot. Oui, c'est vrai. En plus, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de plans séquences qui rajoutent un petit peu d'étirement dans toute cette course-poursuite que j'ai trouvé assez intéressante. On passe vraiment de manière très fluide d'un décor à un autre et on est vraiment dans quelque chose de presque discontinu qui ne s'arrête jamais. Je trouve que de le voir au cinéma, c'est 2 fois plus intéressant parce qu'on a vraiment ce truc où tout le long presque on est complètement happé et on se laisse porter par ça oui, c'est jazzy en fait comme rythme. C'est ça, oui, avec la musique ça rajoute quelque chose et en même temps on a des retombées par moments où ça devient plus calme, surtout la scène où ils arrivent chez son sensei entre guillemets et que lui il est très calme, il se sert des bières, il dit bonjour à tout le monde, il s'occupe de tout en même temps.
Il gère ce qu'il y a d'important en premier et puis après, il s'occupe du reste. Et donc, en fait, c'est assez intéressant là-dessus aussi parce qu'on se laisse complètement porter et en même temps, on n'est pas tendu en permanence parce que des fois, c'est un petit peu étouffant dans certains films où il y a des courses-poursuites qui ne s'arrêtent jamais et il y a de l'action sur de l'action sur de l'action. Et surtout en plus, dans un film comme celui-là où il y a quand même une tension autour des personnages qui est assez forte et puis assez constante, effectivement, il se ménage un peu des soupapes justement pour souffler un peu à la fois pour les personnages et pour le spectateur. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi de connaître un petit peu davantage les autres personnages qui sont autour, qui gravitent. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir ce rapport aussi aux autres qui sont là pour l'aider, alors qu'ils n'ont pas forcément de raison de l'aider. Mais on retrouve un peu une forme de solidarité qu'on peut avoir justement dans des temps de crise. Et je trouvais ça assez intéressant d'aborder ce sujet-là. Après, moi, j'avoue que mon petit bémol par rapport au film, c'était d'avoir écarté le personnage féminin au début assez vite. Je trouvais ça assez étonnant, surtout que c'est un film qui parle de fascisme et de racisme. Et au final, Leonardo DiCaprio prend une grosse place dans le film, même si sa fille à un moment prend le relais. Et donc il y a quand même effectivement cette notion de passation qui est intéressante. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Moi, c'est vraiment une des rares choses qui m'a fait un peu tiquer dans le film, on va dire. Je pense que Pitié, comme Tarantino, ils ont quand même un certain mal à écrire des personnages féminins qui soient autre chose que des figures. Je trouve que chez Paul Thomas Anderson, pour le coup, ça évolue et je trouve que là-dedans, c'est quand même beaucoup plus malin que dans certains de ses films précédents. Oui. Mais clairement, tu sens que c'est moins leur truc, d'autant que là, Paul Thomas Anderson essaie de se confronter à un truc qu'il a jamais vraiment fait, qui est de parler d'une nouvelle génération, donc en fait, qui est la génération de ses filles, de ses enfants, parce qu'il a quatre gosses, je crois. Donc tu sens clairement qu'il essaye de travailler ça, d'essayer un peu de faire de tenter de dresser un portrait d'une nouvelle génération qu'il ne comprend pas forcément, mais qui ont quand même un sens des valeurs, en tout cas un sens de l'engagement qui est probablement plus fort que ceux de sa génération qui étaient un peu plus désabusés, enfin la génération perdue, la génération X. Là où je vous rejoins sur les figures féminines, c'est que dans Inherent Vice, qui est pourtant son film que je préfère, mais il l'assume, je crois, mais c'est clairement les figures féminines, comme tu l'as dit, ce sont des personnages qu'on n'approche pas réellement, en fait. Elles relèvent presque du fantasme dans la tête de... On ne sait même pas, en fait, si elles sont réellement là, notamment les deux sœurs, celle dont le personnage est amoureux et celle qui l'accompagne comme une narratrice, mais qui est peut-être même presque pas là, en fait, qui est peut-être dans sa tête. Et notamment celle qu'il aime est presque vaporeuse, elle est plus que perdue dans ses souvenirs. Ça dit surtout quelque chose de ce rapport de ce personnage au réel et aux autres qui lui glissent entre les doigts parce qu'il sait pas être présent à ce moment-là. Et donc peut-être que ça va dans votre sens à ce niveau-là. Ça m'a moins marqué ici parce qu'on a quand même le personnage de cette jeune fille très forte, et aussi celui joué par Regina Hall que j'ai trouvé très beau, qui est une belle boussole aussi, parce qu'une militante que tu sens quand même touchée par tout ce qui s'est joué avant et actuellement, qui est la tête froide, mais aussi un peu désespérée face à l'évolution de la situation. Là où je trouve que le film nous porte et nous donne espoir, c'est à nouveau autour de ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux actions du personnage du sensei, qui, alors quand comment dire, dans la rue, on sent la prise de contrôle par un État fasciste des institutions ou autres, en souterrain, on continue à faire sa petite popote, on se dit non mais t'inquiète pas, on va continuer à fonctionner comme on a décidé, par la solidarité, tu l'as dit, par l'organisation, le petit gang, on les aperçoit pas, mais le petit gang de skateurs là, ils sont géniaux en fait. Ils laissent vite derrière eux DiCaprio qui arrive plus à suivre, parce que tu l'as dit, c'est peut-être une question de génération, ce qui donne lieu à un gag quand même assez génial où il nous faut quand même quelques secondes pour se dire est-ce que je viens de voir ce que j'ai vu là, parce qu'il y a un côté cartoonesque assez dingue ici, et on peut le souligner de la part de DiCaprio. Il a toujours été assez bon pour ça. Rappelons-nous la séquence de Wall Street avec la voiture prise tant bien que mal dans un état pas possible. Donc le film peut être très sombre, peut être vécu aussi comme très désespérant par certains côtés, et en même temps, par des petites touches et par la place notamment de ces personnages secondaires, il témoigne d'une vie qui échappera toujours, que quel que soit le contrôle qu'on essaye d'exercer sur les individus, ça braconne toujours, quoi. On continue en souterrain à faire ce qu'on veut. Je trouve qu'il est très beau là-dedans, c'est qu'il ménage à tous ces personnages secondaires, que ce soit Del Toro et compagnie, une porte de sortie avec un plan, une scène qui en fait les magnifie dans leur combat, dans leur militantisme et dans leur manière d'être de manière générale. Donc qui est vraiment un truc qui
qui est très beau, qui est très doux, qui faisait pas forcément avant, et comme je disais en début de chronique, avec le temps, je trouve qu'il a un peu plus conscience de la beauté de ses personnages et que finalement on n'est pas obligé d'être cynique pour combattre. Oui, je suis assez d'accord. Et encore une fois, je reviens un peu sur ce que je disais. Pareil, avec la scène de la fausse flic qui lui donne des conseils pour qu'il s'échappe. C'est vraiment des toutes petites scènes qui durent que quelques minutes. Oui, exactement. Oui. Et qui se dispensent de longs dialogues. Enfin, voilà, avec d'autres réalisateurs qui auraient pu durer plus longtemps. Là, on va dans de l'efficace. Et moi, c'est aussi ce que j'ai pu apprécier dans le film. Et là, est-ce que je peux faire tomber le niveau drastiquement en fait? J'ai honte absolument, mais quand j'ai vu ces deux moments, avec d'abord cette femme qui aide à demi-mot DiCaprio pour pas qu'il se retrouve en garde à vue, puis la femme à l'hôpital, j'ai pensé à un film, je crois réalisé par Pascal Légitimus, intitulé Antilles sur scène, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et à la fin, il suffit que tous les Antillais de France grippent, font du sabotage au sens ils arrêtent de bosser à tel moment et le pays s'arrête totalement parce qu'ils grippent tout le fonctionnement, ils résistent en fait par simplement le sabotage, qui est une des meilleures méthodes syndicales, malheureusement ont beaucoup trop abandonné de nos jours. Mais effectivement, belle comparaison. Donc c'est une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, Green Acres, Beverly Hillbillies and Ortonville Junction will no longer be so damn relevant. Actuellement dans les salles, évidemment, chaudement recommandé. On va se quitter avec un petit morceau donc qui clôture le film de Paul Thomas Anderson avant de passer à toute autre chose. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'est Tom Petty and the Heartbreakers avec American Girl, donc qui clôt le film de Paul Thomas Anderson. Et de toute façon, un film qui met du Tom Petty, c'est toujours bien, même s'il cite un peu trop Steely Dan quand même. 2 fois dans le film, c'est too much. On va continuer à parler musique, mais dans un tout autre genre, avec le film Sirrat de Oliver Latche, donc sorti dans les salles françaises il y a 2 semaines. Le film a reçu, je crois, le grand prix du dernier festival de Cannes, ou le prix de la mise en scène, je ne sais plus, mais en tout cas un gros truc quand même. Donc le film a eu une réception absolument dingo au Festival de Cannes. Le film choc, le film radical, le film incroyable de ouf malade que vous n'allez pas vous en remettre tellement c'est radical. Bon, évidemment, c'est Cannes, donc il n'en est rien, tout ça étant évidemment un peu trop exagéré. Et la réception critique par des gens qui, après 10 jours de festival, étaient bien fatigués et ont écrit n'importe quoi, mais ça c'est évident, on a l'habitude. Parce que donc le film Sirrat qui nous met en scène le gros et sympathique Sergi Lopez perdu dans le désert du Maroc avec son fils et une bande de teufeurs à la recherche de la fille de Sergi Lopez qui a disparu plusieurs mois auparavant. Une nouvelle genre de fuite en avant dans le désert, dans un maelstrom de références feignantes, parce qu'on dit oui, ça ressemble à Sorcerer et à Mad Max, parce qu'il y a des camions et du désert. Prix du jury. Merci Thibaut. Et donc, cinéaste franco-galicien qui signe son 4e long métrage, je crois, pour le cinéma, après notamment Mimosa et Nous sommes tous des capitaines. Donc, pur cinéaste formaliste qui veut tenter des expérimentations formelles, en tout cas qui pense le faire dans la lignée de Gus Van Sant, je sais pas, Nicolas Winding Refn ou bien Gaspard Noé, dans une certaine radicalité formelle. En tout cas, c'est clairement, je pense, le genre de choses qu'il voudrait faire. Mais je trouve que malheureusement, malgré quelques éclats, notamment dans la première partie du film, il n'arrive jamais réellement à aller vers ce niveau-là d'abstraction et de puissance de mise en scène, et qui surtout montre un peu la vacuité de son projet, parce qu'au bout d'un moment, le pauvre garçon n'a pas grand-chose à raconter sur rien, que ce soit sur la filiation, sur le deuil, sur la fête, sur le monde des teufeurs, sur la guerre en Mauritanie, tout ça. Donc finalement, il finit, comme il est un peu feignant, je pense, il finit dans un jeu à la Punishment Park de Wish, qui nous laisse totalement sur notre faim. Et on commence le film en se disant pourquoi pas, puis après pourquoi faire, et finalement pourquoi. Thibaut. Oui, c'est à peu près ça. C'est vrai que j'attendais énormément ce film. Le buzz cannois m'avait cueilli, et il faut dire que le film est une énorme déception. Vraiment, je suis pas loin de trouver le film même au final complètement con. Ce qui me désole vraiment, parce que le début du film aurait pu là aussi me cueillir, parce que quand je vois
Sergi Lopez, déjà scène d'introduction avec ces gros plans de mains qui travaillent, qui sont en train de monter tout un système son pour organiser une free party dans le désert. Moi, ce sont des choses qui me plaisent, ce sont des choses qui me parlent, ce sont des choses qui me rappellent des choses. Donc intimement, personnellement, j'aurais pu le réalisateur, voilà. Aurait pu vraiment me prendre par la main pour m'amener dans son territoire, dans son espace cinématographique, dans ces territoires qu'il essaye de composer, sauf que ces territoires, en fait, finalement, il n'en fait pas grand-chose. Parce qu'au début, filmer des gens qui dansent, c'est cool, sur de la grosse techno, on n'est pas sur du hardcore non plus, mais sur de la grosse techno, dans des paysages qui auraient dû être absolument magnifiques et magnifiés. Ici, en fait, il n'en est pas grand-chose. J'ai trouvé qu'il n'y a qu'une seule idée formelle au tout début, c'est ces zooms avant sur les surfaces rocheuses où on ressent du coup la vibration sonore en retour. Mais c'est tout ce que j'ai noté. En fait, ce qui est intéressant avec ces zooms-là, c'est que ce sont des zooms qui non seulement cherchent à atteindre une certaine minéralité au plus près des corps, au plus près des éléments. Donc du coup, c'est tout ce que la free party et la musique techno peut nous amener en tant que danseur, en tant qu'individu. En fait, c'est laisser tous les à côté et vraiment ressentir les pulsions quasi robotiques qui drainent notre mécanique, qui drainent notre corps. C'est ce qu'arrivait à faire Steve McQueen dans son épisode de Small Axe, Lovers Rock, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'arrive à faire Gaspard Noé dans Climax également. Et voilà, donc on aurait pu être cueilli là-dessus et le film aurait pu se transformer avec l'arrivée de Sergi Lopez avec son fils dans un espèce de survival, des violences, des échanges en milieu technoïde. Ça aurait été pas trop mal, mais le film prend une autre direction. Cette autre direction, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que en fait la fête s'arrête, parce que la répression, et donc du coup on doit dégager et on va essayer d'aller vers une autre fête plus au sud. Et là en fait il y a quelque chose qui se joue entre ces deux mondes. Donc là le survival est complètement évacué, mais entre ces deux mondes qui ne se connaissent pas mais qui vont apprendre à communiquer ensemble et à s'entraider. C'est tarte à la crème, bien entendu. C'est facile. D'autant qu'il n'en fait pas grand-chose parce que justement, les toughers, pour le coup, ne sont pas hyper bien caractérisés. Voire même n'existent très peu. D'autant qu'ils jouent globalement comme des pelles. Le problème, c'est que le survival, il en fait rien. Le problème, c'est que l'intercommunicabilité, je sais pas, ou la construction intercommunautaire, en fait, il n'en fait rien également. Et après, ça part dans un espèce de road trip à vocation... film trip, quoi. Film trip à vocation intime, comme ce qu'avait fait le titre, je viens d'y penser là, mais comme ce qu'avait fait l'adaptation du Burroughs qu'on avait... le queer de Luca Guadagnino. Voilà. Au moins, Luca Guadagnino avait essayé à son final, dans son final, en fait, a essayé de retranscrire en fait ce trip... ce trip un petit peu psychédélique, et en fait là il en fait rien. C'est très dommageable, surtout que le film, les références tu les sens venir à 3000 km à la ronde. Mad Max, bien entendu, je sais même pas du coup s'il a vu Climax de Gaspard Noé. Je sais pas, mais en tout cas moi je peux te dire qu'il filme mal, c'est mais en tout cas dommage, Mad Max, Sorcerer, plus le film de Clouseau, Le Salaire de la Peur, en contrepartie. Ou le film de Gaston Bide, peut-être, le remake du Salaire de la Peur. Voire même Jerry de Gus Van Sant. Voilà, sont des films en fait qui rentrent à l'intérieur de Sirat, mais en fait il ne fait rien de ces références-là. C'est filmé comme Friedkin, les gros plans sur les roues. C'est filmé de dos comme Gus Van Sant quand on se balade tout seul dans le désert. Les plans de nuit sont certes magnifiques, des plans de drone qui sont absolument magnifiques. Mais bon, il y en a 10 dans le film, c'est largement insuffisant. Et du coup, tu te demandes où ça va, et en fait, ça va droit dans la mine. Et j'ai envie de te dire que à ce niveau-là, ça va droit dans les chiottes, parce que c'est comme une espèce de chasse d'eau que tu tires, et pouf, tout s'en va. C'est très dommageable, ou alors je suis complètement passé à côté. Merci Thibaut. Margot voulait prendre la parole. Oui, en fait, je trouve effectivement qu'il y a beaucoup de ratés parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants. Les personnages des toughers, globalement, auraient pu être beaucoup plus développés, surtout que, bon, il y a un rapport à la fête, mais il y a aussi à la drogue, et en fait... Le rapport
Oui. Au corps aussi. La Mad Max, en fait, dans ce côté un petit peu punk, les coupes de cheveux, les tatouages, le maquillage, il y a un petit côté, pas cyberpunk, mais un petit côté post-apo. Oui, c'est sûr. Mais... Et en plus... il y en a un, il a une jambe en moins, il y en a l'autre, c'est le bras, enfin voilà, et du coup c'est remplacé par autre chose, et donc il y a un rapport au corps aussi là-dessus qui aurait pu être intéressant, et puis on comprend très vite qu'ils ont tous des parcours de vie qui sont compliqués, qu'ils se sont trouvés une seconde famille. Et c'est des choses qu'on voit très aisément dans les milieux de la fête et tout ça. Il y a des gens, c'est leur refuge de faire la fête, et c'est là qu'ils rencontrent des personnes qui leur ressemblent davantage que leur milieu familial d'origine. Et en fait, on aurait pu exploiter plein de choses chez les personnages, mais en fait, on se retrouve avec beaucoup de clichés. Il y en a un particulièrement, je sais plus son prénom, qui à un moment joue avec ses cheveux, les enlève, les remet. Et... C'est pas Biggie ou... Oui, c'est ça. Et en fait, celui-là, j'ai eu du mal avec lui parce que j'ai trouvé que c'était un peu un cliché. Globalement, tous les persos sont quand même une sacrée bande de trous du cul. Il aurait pu en faire quelque chose. Moi, je trouve que le personnage de Jade, par exemple, qui est le plus intéressant, est vraiment un très beau personnage, mais comme tu le dis, en fait, il y a une multitude. Voilà, c'est ça. Il y a une multitude de thématiques qui sont esquissées, et on va nous faire croire que par un pseudo-génie de mise en scène, ces thématiques-là vont être approfondies. Or, pas du tout. On va éviter, bien entendu, les lignes de dialogue qui sont pas folles, mais l'argument, c'était je fais tout passer par ma mise en scène. Sauf qu'ici, voilà, trois plans symptomatiques sur un film qui dure 2 heures, c'est largement insuffisant. Oui, je trouve aussi. Et au-delà de la mise en scène, il y a des choses qui auraient pu être beaucoup plus jolies, beaucoup plus exploitées. Moi, j'aurais aimé voir... alors après, c'est un peu dangereux d'aller dans cette direction, mais j'aurais aimé voir des scènes d'hallucination dans le désert. Clairement. Ça aurait pu être magnifique de voir ce que eux ils voient et ce qu'ils ressentent, et qu'est-ce qui se passe quand ils sont en plein trip avec de la techno. C'est des scènes que j'aurais aimé voir, et puis même par rapport à la mort, c'est un sujet qui est intéressant dans le film, dans le sens où il y a vraiment quelque chose de très vide à la fin. En fait, c'est assez triste. Il n'y a plus du tout d'espoir, et je trouve que c'est assez pertinent de le traiter de cette manière. Mais en fait, on n'en fait pas grand-chose. Simon. Oui, au risque d'enfoncer un peu le même clou, je suis d'accord avec vous, et je crois qu'il se permet d'annoncer qu'il va aborder des sujets quand même assez costauds, et en termes de direction d'acteur et de mise en scène, il est rarement à la hauteur, ou il est jamais à la hauteur. Tu as évoqué la répression au début. Honnêtement, on n'y croit pas. La guerre au sud du Maroc avec la Mauritanie, c'est annoncé plusieurs fois, c'est la menace. Les réactions des toughers face à cette oppression, c'est artificiel en fait. On voit bien que ça n'a pas été très bien organisé pour qu'on y croie un peu plus. Le rapport, sans en dire trop, à une mort violente qui est censée nous scier les pattes. C'est complètement con. Cette espèce de Deus ex machina morbide. Mais ça aurait pu faire basculer le film dans autre chose. Mais je crois qu'au niveau de la direction d'acteur, c'est peut-être pas assez suffisant. Et même en termes de mise en scène, il en fait pas tant de choses que ça. Et puis la dernière partie sur le caractère absurde de la mort aussi, mais voilà, qui peut tomber sur chacun. Ça ne produit pas, je trouve, chez le personnage de Sergi Lopez quelque chose de suffisamment fort. On sent bien qu'il y a une idée de passage. Je crois que le titre évoque ça. Sirat, c'est ça, c'est entre le paradis et l'enfer. Dans l'islam, c'est le chemin donc à arpenter. Voilà, il y aura des épreuves sur ce chemin. Voilà, et sur la fin, il y a l'idée de traverser ce champ de mine sans réfléchir pour survivre, pas essayer de calculer pour survivre. Donc il y a quand même un enjeu de rapport au réel qui se pose ici. Mais comme on n'a pas spécialement partagé ce qui habitait vraiment Sergi Lopez, on n'a pas réellement un parcours qui aboutit ici en fait. On est resté un peu extérieur, et je trouve que le projet n'est pas du tout convaincant dans ce qu'il essaye de brasser, et il s'attaque à des gros morceaux. En fait, c'est comme si c'était des espèces de des constellations thématiques qui arrivaient puis qui se diluaient en fait comme une rivière dans le désert marocain qui part en crue et en fait qui comme disait Chirac, ça fait pchit. Non, mais en fait qui part à volo, qui part dans tous les sens pour finalement n'arriver nulle part.
Donc c'est Sirat de Olivier Latché, encore actuellement dans les salles, et le film cartonne. On va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur, carrément Floret. Coup de cœur, moi ça va être Kansas City du grand Robert Altman, parce qu'il a été cité dans cette émission, et même si Kansas City est un film mineur, je pense, dans la carrière du grand Bob, c'est un film suffisamment convaincant à mon sens. Ici également plein de thèmes, un rapport biographique, un rapport de souvenirs par rapport à la ville de Kansas City qui a vu naître et grandir Robert Altman, un film sur la passion amoureuse, mais vraiment la passion avec un grand P, un film sur la corruption politique, un film sur la naissance d'une amitié, bref, plein de choses, mais comme un excellent morceau de jazz, en fait, ça part dans tous les sens, mais là, au final, ça retombe sur ses pattes. Merci. Casting incroyable. Harry Belafonte, génial. Merci Thibaut. Jennifer Jason Leigh qui en fait des pâtes à caisse. Voilà. Simon. Moi, ça sera revoir Inherent Vice, en préparation de cette émission. Un film sur une forme de mélancolie sous différentes drogues, avec un Joaquin Phoenix très touchant. C'est un acteur qui peut m'horripiler parfois, mais ici je le trouve absolument magnifique dans son rapport à l'amour perdu et dans son rapport à une amitié impossible avec un flic bas du front, mais qui est lui-même habité par quelque chose qui lui fait prendre conscience que sa fonction n'est pas acceptable, on va dire. Et j'ai devant ce film le rapport que je peux avoir devant un roman américain qui brasserait des thématiques sur lesquelles il n'est pas facile, notamment lié à cette paranoïa des années 70, et quelque chose de flottant que je ressens très fortement face à ce film, notamment grâce à une petite précision de direction d'acteur qui est trop rare au cinéma, c'est de faire chuchoter ses comédiens. Merci Simon. Margot, pardon. Moi, ce sera Le Square, écrit par Marguerite Duras. C'est une pièce de théâtre dans laquelle il ne se passe rien. Moi, j'aime bien les pièces de théâtre dans lesquelles il ne se passe rien. C'est un homme, une femme, ils discutent dans un square. Et leurs discussions leur permettent d'aborder tout un tas de sujets sur la vie, sur le travail, un petit peu philosophique, finalement, quand même. On dirait un Hong Sang-soo. Oui, c'est ça. Et ça se lit vite. Voilà. Merci. Donc moi, ça sera un film canadien sorti en 1990, Clear Cut de Ryszard Burjaski, réalisateur polonais exilé en Amérique du Nord, parce que petit problème avec son gouvernement, le gars était pas trop fan du régime. Et qui donc prend fait et cause pour l'histoire des Amérindiens du sud du Canada contre l'industrie de la déforestation, et comment est-ce qu'un Indien, en kidnappant un chef d'industrie et un avocat, va essayer de venger et de justement montrer que la violence est légitime contre les oppresseurs et contre les colons. Voilà, on va s'arrêter là. Merci messieurs, merci mademoiselle pour la participation à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Shane Black. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.